Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 26 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Le pouvoir d'achat désigne la quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acheter. Il faut donc un revenu, bien sûr, mais aussi et surtout des prix raisonnables pour dépenser cet argent si durement gagné. On nous parle d'inflation, d'une baisse de l'inflation et donc d'une baisse des prix. Pourtant, les prix ne semblent pas baisser. On ne dépense pas plus. Alors, je vous propose de débriefer la question du pouvoir d'achat en Polynésie avec Warren Dexter, ministre nouvellement nommé à un portefeuille compliqué que sont les finances et le budget. Bonsoir. Bonsoir. Makalio Folitou, président de l'association des consommateurs Tetia Ara. Tu vas être notre porte-parole ce soir, les consommateurs. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous, Steve Amblin, président du MEDEF Polynésie. Toi, tu vas représenter les entreprises locales. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Guy Loussan, porte-parole de la FGC, la Fédération Générale du Commerce. Et donc, les commerçants sont représentés également sur ce plateau. Merci, messieurs, de participer à cet échange qui revient encore et toujours sur le tapis. Oui, c'est une réalité. Les Polynésiens, les consommateurs se posent toujours la même question, Warren. Quand va-t-on gagner plus pour dépenser plus? La vie chère, c'est un vaste sujet, mais je dirais en même temps, c'est un enjeu majeur pour le gouvernement. Depuis plusieurs années. Surtout celui-ci, parce que ça fait l'objet de promesses électorales. Donc, effectivement, on a le devoir de proposer, de concrétiser des choses en faveur de la population. Et Dieu sait que le sujet n'est pas simple. Tu viens de prendre tes fonctions, donc Oui. tu as, j'imagine, une feuille de route déjà pour commencer? Mais à vrai dire, c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis le début, parce que comme vous le savez, j'étais avant collaborateur du ministre Pomaré. Donc, on a eu tout le loisir de réfléchir et de penser à des mesures structurantes pour permettre, pour en tout cas tenter de faire baisser le coût de la vie dans notre pays. C'est pas une première tentative, j'allais dire, parce qu'il y a déjà des choses qui existent aujourd'hui. On parle des PPN, on va revenir évidemment dessus. On parle notamment du panier futé, on parle de la TDL, on parle de primes parfois aussi au pouvoir d'achat. Est-ce que déjà toutes ces mesures qui existent, elles ont une efficacité? Est-ce qu'on peut la mesurer, cette efficacité? Parce que nous, on n'a pas ce sentiment. Quand je dis nous, je parle des consommateurs. Oui. En fait, c'est difficile de mesurer avec précision. Par exemple, les premières grandes mesures que nous avions prises quand nous sommes arrivés, c'était de supprimer la contribution pour la solidarité, cette fameuse TVA sociale. Oui. Tout le monde a dit que ça n'a pas marché, sauf que c'est passé dans un mouvement d'inflation qui a été terrible, comme sur 2023. Et donc, voilà. Mais la répercussion a été minime. Oui, parce qu'on était dans un rythme Je sais pas ce qu'en pense on était dans un Makalio. rythme d'inflation important. Oui. Donc, personne n'a pu vraiment mesurer l'impact que ça a pu avoir ou pas. Voilà. On suppute que ça n'a pas eu d'effet parce que c'était dans un grand mouvement d'inflation. Qu'est-ce qu'on a ressenti du côté des consommateurs? Fatirao a tout dit. Hein. Ils ont enlevé le 1%, ça n'a rien donné. Ça change rien? Moi, je faisais partie de ceux qui ont conseillé d'éviter de le prendre dans l'immédiat, d'attendre un peu, voir ce que ça va donner et relancer d'autres textes. De toute façon, les démarches ils sont en place, mais il y a peu de formations qui le diffusent. C'est la raison pour laquelle que les gens disent toujours la vie est chère, tout ça. Oui, mais Parce que le ressenti, par exemple, dans les études au niveau de l'ISPF et au niveau de la DGE, ça va. Mais quand ça, c'est les vous allez chiffres, à c'est Carrefour, le oui, discours. mais il dit vous allez à la sortie de Carrefour, mettez le micro-trottoir, c'est négatif. Le ressenti des consommateurs n'est pas ce que sont les institutions. La question qui revient souvent, c'est pourquoi c'est aussi cher en Polynésie? C'est clair, si on remonte un peu dans le temps, très court d'ailleurs, il y a eu le Covid et ensuite la guerre de l'Ukraine Oui, qui nous qui a impacte. entraîné effectivement la hausse des prix en général. Et donc, c'est une inflation importée. C'est pas dû aux commerçants d'ici ou des Alors, c'est pas dû producteurs. aux commerçants d'ici, mais on parle souvent aussi de la marge, ce qui revient quand même très souvent sur le tapis aussi. Est-ce que c'est pas déjà un problème de gestion de cette marge? Est-ce qu'elle est encadrée, cette marge-là? Alors, moi, juste pour rebondir sur Oui, ce que bien sûr. disait Guy, en fait, à l'origine de cette inflation, il y a aussi l'euro qui baisse face au dollar, parce que depuis le Covid, l'euro a perdu 30% de sa valeur face au dollar, donc ce qui veut dire que tous les achats qui sont faits à partir d'euros aux États-Unis, et on sait que le commerce international se fait en dollars, fait qu'on va subir une inflation correspondante. Le pétrole est passé de 20 dollars le baril à 73 dollars le baril ce matin, donc on a triplé le coût de l'énergie. La Polynésie se situe au milieu du Pacifique, donc forcément, donc je soutiens ce que dit Guy,
nous subissons une inflation importée. Et je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que cette inflation reste élevée, parce que si vous considérez que l'ISPF est un organisme sérieux, ils ont quand même relevé que cette inflation a été maîtrisée, contenue en Alors, c'est 2023. pas de dire que l'inflation est élevée, c'est de dire que certes, l'inflation baisse, mais pour autant, quand on va faire ses courses, on n'a pas l'impression qu'il y a un changement quelconque. C'est Oui, ça, en fait, qui marque les gens. Parce que ce que tu dis est vrai sur le fait qu'il y a plein comment dire, d'impacts qui viennent de l'extérieur. Mais ce qui intéresse les Polynésiens, c'est que quand eux vont faire les courses, qu'ils ressentent quelque chose qui bouge. C'est ça qu'ils attendent, non? Oui, tout à fait. Le ressenti, c'est ça. Mais les études qui sont faites sont correctes. Hein, c'est le ressenti des Polynésiens qui ne le ressent pas dans le même sens. alors, en Allez-y. fait, il y a eu une inflation en 2023 de plus 8,5%, contenu en 2022, contenu en 2023 0,6%. Donc, on a eu du mal, on a du mal à effacer cette hausse de prix de 2022 suite au Covid. Vous voyez, pour les. Mais alors, je vais revenir sur ma question de la marge. Ouais. Que c'est pour nous consommateurs, je vais encore me mettre dans cette position-là. La question des marges, est-ce qu'elle est encadrée? Est-ce que cette question des marges peut être encadrée ou pas du tout? Oui, C'est alors, impossible. alors je vais vous répondre parce qu'aujourd'hui, il est facile de pointer du doigt la responsabilité de l'inflation entre les mains des entrepreneurs et des importateurs. Regardons à l'étranger. Aujourd'hui, en 2023, je rappelle, la Polynésie, c'est plus 0,6% d'augmentation de prix. Oui. L'Hexagone, France, plus 3,7%. La Nouvelle-Zélande, plus 4,7%. L'Australie, plus 4,1%. Les États-Unis, plus 3,4%. Et le monde, plus 5,8%. Donc, en Polynésie, l'inflation en 2023 a été contenue. Nous avons fait plus On d'efforts n'est qu'à pas mauvais l'étranger. élèves. On n'est Ça, pas, on n'est pas des On mauvais n'est élèves. pas des mauvais élèves. Sincèrement, Très bien. ouais. Mais la vraie question, c'est qui a fait l'effort? Quand vous voyez qu'à l'étranger, les prix continuent à monter et en Polynésie, ce n'est pas le cas. Est-ce que nous avons subi une baisse des taxes? Non. Donc, ce sont les entrepreneurs qui ont baissé leur marge pour justement satisfaire la clientèle polynésienne. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faut effacer la hausse de 2022. Une autre question sur la marge, hein, on parle souvent des PPN, donc qui sont à prix bloqués. Question qui peut se poser, c'est est-ce que justement les commerçants n'essaient pas de rattraper ce qu'ils ne font pas comme marge sur d'autres produits? Ben oui, effectivement, on le dit depuis que les PPN existent. À noter qu'en Calédonie, il n'y a que 14 comment dirais-je, lignes de produits en PPN contre 55 à Tahiti. Et donc, chaque nomenclature, il peut y avoir plusieurs produits à l'intérieur. Donc, on peut dire que si on contrôle les marges de ces produits-là, c'est quasiment des centaines, voire des milliers, le commerçant est obligé de compenser sur d'autres rayons à marge libre. Donc, c'est un effet inflationniste. Les grandes surfaces ont les moyens de lisser, de supporter cela. Mais les petits commerces, Magasins on de appelle ça quartier, de quartier dans les districts, ont du mal à le faire, à compenser. D'autant plus que, attention, on oublie souvent l'aspect social de ces petits magasins parce qu'ils font aussi du crédit du tarot. Le jour où ils ne pourront plus, ben, ils fermeront. Et ils iront voilà, ça aux très rajoutera grandes des personnes surfaces qui n'ont plus d'emploi. qui n'ont plus de crédit, ce point-là, Warren, toi, tu sociologique. avais Et annoncé voilà. même vouloir supprimer les PPN Absolument. et de travailler sur un autre mode, Tout à fait. les accords de modération. C'est ça. Je rejoins tout à fait Est-ce l'analyse qu'on de peut Guy. l'expliquer? C'est tout à fait l'analyse de Guy, parce qu'effectivement, quand on regarde bien le dispositif, quand on écrase les marges sur une partie du chiffre d'affaires dans le chef d'entreprise, logiquement, il surmarge sur le reste. Et donc, ce n'est pas forcément profitable au consommateur. Quand il arrive au magasin, donc le PPN n'est pas cher et tout content, sauf qu'il ne peut pas s'acheter le reste. Il faut se Exactement. poser les bonnes questions. Donc, c'est pour ça que nous, on pense qu'il est temps de remettre à place ce dispositif et penser effectivement aux fameux accords de modération qui sont prévus par le Code de la concurrence. Alors, qu'est-ce que c'est un accord de modération? Est-ce que les commerçants vont jouer le jeu de ces accords de modération? Je dirais que pour avoir commencé à discuter avec eux, oui, ils ont tout à gagner parce qu'ils ne sont pas contents avec le système des PPN. Quand on écrase les marges, c'est liberticide par rapport à la L'idée, c'est liberté de dire d'entreprendre. aux commerçants, vous faites ça et on vous donne ça? L'idée, c'est de dire qu'on libéralise le prix, mais contractuellement avec eux, on signe un accord pour qu'ils puissent avoir des marges modérées par catégorie de produits. D'accord. Voilà. Je vais quand même rebondir Rebondis. effectivement, et je suis d'accord avec cette idée qui consiste à supprimer les PPN parce qu'un commerce, pour pouvoir régler ses charges fixes, c'est 20% à peu près de marge minimum. Les PPN, en moyenne, c'est 7%.
Donc, si vous venez insister sur les PPN, vous allez tuer les commerces de proximité en faveur des grandes surfaces. C'est pas ce qu'on veut. Le commerce de proximité en Polynésie, c'est le garde-manger des Polynésiens. Donc, cette inflation, est-ce qu'elle concerne réellement les produits alimentaires? Non. Ah, non. Non, les produits alimentaires, selon l'ISPF, toujours, hein, là encore, les produits alimentaires, c'est plus 0,6%. Là où nous subissons une inflation, c'est sur les loyers. Ça, Donc, c'est monstrueux, oui. les Et ce qu'on met loyers, dans le loyer, on ne le met pas dans ce qu'on peut acheter en première l'énergie, nécessité. les boissons et la restauration. Donc, on a le sentiment, effectivement, que dans les commerces, les prix sont élevés. Je le rappelle, comparativement à ce qui se passe à l'étranger, les entrepreneurs ont fait énormément d'efforts en réduisant leur marge. C'est sur, effectivement, les problématiques d'immobilier, de logement, que le particulier, aujourd'hui, a des difficultés. Mm. L'énergie également. Alors, Calio? en ce qui concerne les PPN, c'était un choix politique, hein, parce qu'en 2019, il y a une enquête sur la distribution, il fallait que les gens, une enquête en ligne, hein, par l'APC. Et l'APC avait donné son avis en disant qu'il faut laisser jouer la concurrence. Chiche. Et là, ça ressemble un peu quand le Fatela vous disait il va faire des accords avec les commerçants. Mais parce que c'est un choix politique, c'est pas un choix des consommateurs qui disaient si on met pas les PPN, les consommateurs vont pas être contents, quoi. Mais ils auront l'impression qu'on leur enlève quelque chose. non, mais les PPN, la PC a dit si vous voulez maintenir les PPN, il faut l'encadrer. Il y a une loi du pays qui encadre les PPN. Après, on a encadré les PGC. Après, vous parlez des marges. Il y a une loi du pays qui est sortie, qui a été retoquée par le CESEC sur les contrôles des marges et des prix. J'étais le seul à le défendre. Pourquoi? Parce que j'estime que dans cette loi, les professionnels, ils peuvent être contre. C'est parce qu'ils ont leur raison. Mais en mon humble avis, dans cette loi, seuls ceux qui ne respectent pas seront sanctionnés. C'est pas tous les professionnels. Ça touche pas seulement que les consommateurs. Bien sûr. Ça touche aussi les professionnels. Mais au CESEC, ils l'ont rejeté. Et quand vous voyez là, on a discuté sur les pauvretés. C'est une question de volonté politique? C'est pas la première fois là. Les PPN, c'est un choix politique. C'est un choix politique, je dis bien, parce que la PC à l'époque avait dit il faut laisser jouer la concurrence. Mais nous, on a une petite économie ici. Hein. En Polynésie. D'abord, déjà, si vous encadrez vraiment les marges des entrepreneurs, c'est déjà un mauvais signal. C'est clair. Pour les entreprises. Pour les entreprises. Ils ne pourront pas couvrir les charges. Forcément, ils vont penser à investir ailleurs, à faire autre chose, entrer dans les services. Donc, si ce n'est pas... Le but de l'entrepreneur, c'est de ne pas perdre de l'argent. Si on encadre les marges et qu'on donne d'autres mesures fiscales qui vont avantager les entreprises, non? Tu me dis non aussi. Non, moi je pense que c'est pas moi je pense que ce qui rend une économie prospère fondamentalement, c'est la liberté d'entreprendre. Ouais. Faut laisser le chef d'entreprise fixer librement ses marges. Après, ce que la puissance publique doit pouvoir faire, c'est de développer de l'intensité concurrentielle. Et effectivement, ça manque peut-être dans certains secteurs d'activité en Polynésie. Mais je pense fondamentalement que le principe de plafonnement des marges n'est pas bon. Par contre, le sentiment, je suis d'accord avec le sentiment de la population qui consiste à dire on a le sentiment que c'est plus cher. Regardez les chiffres, ce n'est pas le cas, c'est plus cher ailleurs, dans d'autres pays. Tu parlais tout à l'heure de pays qui déjà sont bien plus importants et surtout qui ont eu plus d'emplois aussi, ce qui n'a pas forcément été le cas. L'inflation mondiale, plus 5,8%, ici plus 0,6%. Oui. Donc, déjà, est-ce qu'on a eu une augmentation de l'emploi, par exemple, en Polynésie? Le vrai souci, c'est ce qui vient effectivement donner le sentiment que les gens, dans les commerces, trouvent que les produits sont chers, c'est qu'on a un appauvrissement de la population. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler plutôt que se battre sur l'encadrement des marges. Je pense que là, on s'oriente vers un faux problème. Le vrai problème, c'est que la population s'appauvrit. Les gens ont du mal à trouver du travail. Donc, nous, on a besoin, en tant qu'entrepreneurs, déjà de retrouver la confiance. Et on applaudit la nomination de Wanen Dexter à la tête du ministère de l'économie et le choix du président avec cette nomination. Parce que là, effectivement, on vient quelque part donner un élan de confiance aux entrepreneurs qui le connaissent très bien. Il faut redonner du pouvoir d'achat à la population et donc créer des emplois. Par quoi ça passe la création d'emplois, Warren?
On se rend compte en fait que tous les grands sujets de société actuellement, c'est toujours la même chose qui revient, c'est-à-dire qu'il faut confiance, visibilité pour les entreprises et le grand mot, c'est emploi. C'est-à-dire que si Bien on sûr. arrive à créer de l'emploi, ça va résoudre bien des problèmes, y compris notre fameuse PSG qui, pour le ministre des Finances aujourd'hui, est la grande menace des prochaines années. C'est l'emploi, la création d'emplois. Par quoi ça passe cette création d'emplois? Alors, C'est ça la question principale, je pense que les gens se posent. on compte évidemment en premier lieu sur les chefs d'entreprise, mais aussi sur les mesures d'aide à l'emploi. La puissance publique doit venir aussi aider par des mesures d'aide à l'emploi. Et puis, il ne faut pas s'en cacher, les investisseurs extérieurs, je sais que c'est un sujet qui fâche beaucoup, mais je suis désolé de le dire que s'il y a des investisseurs ici qui viennent créer de l'emploi, il faut pouvoir Les accueillir accueillir. et accepter Voilà. cet argent qui vient de l'extérieur. Voilà. Après, on peut effectivement. Steve a l'air plus modéré sur ouais. cette question. Ah non, non, Non non, moi je pense que l'argent n'a pas d'odeur. Un investisseur qui est intéressé par la Polynésie, bien entendu, le bienvenu. On l'a vu dans le C'est- tourisme, Voilà. ça crée de l'emploi. Guy, Tout à fait d'accord, j'adhère à cette politique-là. tout le monde est d'accord. Bien sûr. Si l'investisseur étranger produit des emplois, c'est du Mais bénéfice pour j'allais le dire, pays. à condition peut-être qu'il y ait des salaires raisonnables, est-ce que l'augmentation des salaires, c'est une fausse bonne idée aussi pour redonner ce pouvoir d'achat? Si vous voulez redonner du pouvoir d'achat aux salariés, vous baissez les charges sociales. Donc à partir de là, le salarié gagne un peu plus en net à la fin du mois et augmente son pouvoir d'achat. Là, c'est Ok, un cercle vicieux. Ça ne sert à rien d'augmenter les salaires si parallèlement ça Ouais. continue. Hein. C'est Si vous structurel. augmentez les salaires, forcément, les professionnels ils vont s'aligner. Ça, c'est pas une bonne idée. Il faut trouver autre chose là. Moi, je suis content d'apprendre. On va essayer de discuter avec les professionnels pour pouvoir passer des accords. Ça, c'est bien. Parce que jusqu'à présent, on s'est focalisé sur les pépins. Parce qu'on n'avait que ça comme choix. Pourquoi on parlait de la TDL? Parce que la TDL a été mise en place, c'est un choix politique. C'était pourquoi déjà la TDL? Développer l'emploi, sauvegarder l'emploi. C'est pour ça. Mais aujourd'hui, il faut poser la question, est-ce qu'ils ont vraiment créé des emplois? Est-ce qu'ils ont sauvegardé des emplois? Et qu'est-ce qu'il a rapporté au pays? Je voudrais bien le savoir. Je pense que Moi, je ne parle pas comme ça parce que ça fait des années que je me bats pour cela. Et je le suis. Certains sont devenus amnésiques. Steve va peut-être essayer de te C'est tout. donner. Non, en fait, je pense qu'on a un point de non-retour où on doit repenser notre économie, Voilà. notre modèle économique. Repartir à la base. Les PPN, celui qui touche 600 000 Un francs, nouveau modèle économique et qui pourrait être. La Polynésie pourrait être un laboratoire par rapport à ça. Pas forcément copier ce qui se fait. tout le monde doit l'étranger. faire des efforts. Mm. On a une classe moyenne qui a quand même des revenus certains. Lorsque vous savez que quelqu'un qui va gagner 600 000 francs va payer son kilo de thon le même prix que celui qui gagne 150 000 francs, il y a quelque part une injustice avec les PPN. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas... Et on le voit également avec le coût du carburant. Regardons l'essence. En Polynésie française, 155 francs le litre, grâce au FRPH, justement, le pays vient compenser. En Nouvelle-Calédonie, 172 francs le litre. En France métropolitaine, 230 francs le On litre. a le FRPH ici qui fait un peu Exactement. la Qui balance, un peu compense, le PPN oui. de l'essence. Oui, pour que vous et moi, on puisse On puisse circuler circuler. avec la clim. Oui, Alors- on en a parlé la semaine alors- dernière dans la question alors- de l'énergie. Alors que les plus démunis n'ont pas de voiture. Ouais. Vous voyez. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas pointer toutes ces aides, essayer de flécher des aides et venir aider réellement les plus démunis? Alors, il y a une mesure que vous aviez proposée au MEDEF, qui était la prime pour le pouvoir d'achat. Et donc, c'était une prime qui a été votée en 2022, applicable en 2023. Et donc, elle était exonérée de charges sociales. C'est ça. Et ça a été sur une année. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être pérennisé? Réellement, c'est à l'étude avec le ministre de la Santé, Mercadal, où il est question effectivement à la fin de l'année de proposer à nouveau la reconduction de cette prime de pouvoir d'achat, donc avec une exonération de CST et aussi des charges sociales pour inciter l'employeur à verser cette prime. Alors là, on se limiterait par contre aux salariés du secteur privé. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour le secteur public sur le même modèle? Est-ce qu'eux aussi peuvent prétendre à des primes pour les aider au pouvoir d'achat? Alors, dans le public, c'est différent parce que, comme vous savez, c'est des grilles salariales, c'est normé. Il faudrait qu'on voit si les difficultés sont du même ordre que dans le privé. C'est important qu'on puisse faire une étude là-dessus. Les gens ont le sentiment que la Polynésie est devenue plus chère, alors que ce n'est pas le cas. On le voit comparativement à d'autres pays, parce qu'ils se sont appauvris. Oui, c'est ce que tu Donc, disais tout à l'heure. nous devons relancer l'économie et miser sur l'entrepreneur. Et la production locale, qui finalement est une production relativement chère, voire parfois même plus chère que les importations. Est-ce qu'on peut imaginer que cette production locale puisse être
augmenter cette production locale, l'industrialisation entre guillemets. Est-ce que ça pourrait être une idée? C'est une idée noble, mais compliquée parce que nous sommes quand même isolés de tout. Il nous faut de la matière première à importer, la main-d'œuvre qui est aussi très élevée. Et donc, on n'a pas l'effet. Est-ce que par exemple, je vais prendre un exemple, hein, les producteurs de carottes à Rurutu, est-ce qu'on les aide à faire venir leurs carottes jusqu'à Oui. Tahiti Mm. avec une exonération quelconque, je sais pas, des frais de transport, quelque chose qui ferait que le prix au supermarché serait moins cher? Oui, de mémoire, le fret est pris en charge pour Exactement. acheminer les carottes sur Tahiti. Hein. Mhm. Oui. Ouais. Ça a été pris en charge et moi, je suis à la conférence agricole qui se passe tous les mois. Elle n'a pas été pris en compte, justement. Je l'avais signalé. Ce n'est C'est-à-dire pas pris en compte. normal que le pays donne des aides et le consommateur ne le retrouve pas sur son assiette. Ah d'accord, donc les producteurs n'ont pas Eh oui. répercuté cette aide Et sur le... la loi qui a été proposée, peut-être pas bien expliquée, concernant les marges et les prix, c'est justement pour ça. Le gouvernement considère qu'il y a des aides qui donnent et que le consommateur final ne le retrouve pas. Est-ce que vous D'où il contrôlez a ce fait genre une- de choses? D'où il a fait une proposition d'instaurer une loi du pays pour contrôler les marchés. Uniquement pour ça, parce qu'il faut bien lire le texte. Hein. Et puis, à la sortie du film, c'est seuls ceux qui trichent qui sont sanctionnés. Pas tous les entrepreneurs sont libres d'entreprendre. C'est la première des choses. Il est libre d'entreprendre, mais aussi qu'il faut qu'il exerce dans le cadre de la transparence. Est-ce que vous pouvez contrôler ce genre Oui, bien de sûr, on peut problème? contrôler, mais quoi qu'il en soit, Mancalio, il met le doigt sur un problème qui est effectivement sensible. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le pays décide d'exonérer un produit, une catégorie de produits, c'est bien évidemment dans l'idée que ça se répercute à la sortie au faveur du Normalement. consommateur. Et c'est vrai qu'on a pu voir, à travers d'enquêtes de la DGAE, que les marges, curieusement, augmentent en même temps que les exonérations sont accordées. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce texte cadre. Alors, je suis assez réservé sur ce texte cadre parce que, en même temps, c'est anxiogène pour les chefs d'entreprise. Bien sûr. C'est pour ça que là, Ah bah, quand on encadre, ça me voilà, fait toujours un peu peur. la première chose que j'ai vue avec le MEDEF depuis que je suis en fonction, c'est de dire que ce texte-là, on va devoir le maintenir parce que je pense qu'il est fondamentalement juste. Par contre, on a le devoir de rassurer les chefs d'entreprise sur les conditions de son application. Et Steve? puis tout s'explique. Parce que lorsqu'on vient identifier que les importateurs de matériaux ont augmenté leur prix et donc augmenté leur marge alors qu'ils sont exonérés, bénéficier d'exonération, eh bien, du coup, on va vouloir étudier ce qui se passe sur ce marché et vous questionnez les banques et elles vous disent aujourd'hui que les crédits immobiliers, c'est moins 33% sur le premier semestre. C'est Donc, énorme. ça veut dire qu'en gros, on va avoir un tiers de moins de création de construction d'entreprises. Et donc, il faut comprendre que l'importateur qui a un tiers de son business en moins va forcément augmenter Parce que ses prix pour pouvoir payer ses mais salariés. les banques ne jouent pas tellement le jeu aussi, parce qu'aujourd'hui, elles prêtent plus beaucoup, même aux jeunes qui voudraient Les taux acquérir. d'intérêt sont élevés, donc on Ouais. aimerait effectivement que les taux. Et donc, la Banque fédérale américaine a annoncé que le 16 septembre, elle allait commencer à baisser ses taux. Ça va avoir des impacts également en Europe et ici, donc on est pressé Guy? que ça se fasse. Oui, je te voyais réagir. Non, je voulais abonder dans le sens de Steve. Effectivement, les gouverneurs des banques centrales sont en train de réfléchir à faire baisser les taux, de permettre de relancer les investissements. Donc c'est plutôt positif, il y a des choses qui sont en train de se faire. Je voudrais également parler de la TDL, tu l'as Ouais. rapidement évoqué tout à l'heure, je sais que c'est un de tes combats, la taxe de développement local. Alors ça date d'il y a plus de 25 ans, je crois. qu'elle- 1996. 97. Voilà. Elle a permis d'engendrer de l'argent, mais elle n'aide pas véritablement la production locale, si? Disons que l'objectif de cette TDL, depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, ça reste de préserver la compétitivité des productions locales. Moi, je vais vous prendre un exemple à la base. On ne va pas me faire croire qu'un même produit fabriqué en Chine et en Polynésie, ce sont les mêmes coûts de fabrication. Mm. Donc, rien qu'à ce titre-là, je dis que la TDL se justifie. En revanche, là où ça ne va pas, on a pu le voir aujourd'hui, c'est que la TDL s'applique à des produits à l'importation, donc frappe des produits à l'importation, alors qu'il n'y a pas d'équivalent en production locale. Donc, il y a des régularisations à faire au niveau de son champ d'application, et plus encore sur les taux, c'est-à-dire le niveau de protectionnisme. Aujourd'hui, on se pose la question sur les productions locales qui occupent plus de 90% des parts de marché en local. Est-ce que ça a encore du sens à surtaxer les produits importés concurrents? Exemple de produit dont tu parles? La bière, typiquement la bière. Ouais, la bière. La bière locale occupe plus de 90% des parts de marché, et pourtant, paradoxalement, les bières importées sont les plus taxées en TDL, à 82%. Et pour toi, Macalio, donc cette question de la TDL, la suppression, c'est ce qu'il Non, faudrait moi, faire? j'ai jamais demandé la Non, mais je suppression. pose la question. Je n'ai pas dit que c'est J'ai ce que tu toujours avais dit. dit
si on l'a instauré, c'est un choix politique. Mm. Pour sauvegarder l'emploi, développer l'emploi. Et c'était fait pour ça, accompagner les entreprises. Et on n'a jamais fait un état des lieux tous les 2 ans ou tous les 3 ans, jamais. Quand ça a été créé, au bout de 3 ans, quand quelqu'un demande à avoir le bénéfice à l'époque, parce que ça fait des années que je suis à l'époque, et puis il disait, au bout de 3 ans, il faut qu'il rende compte. Là, non. Il faut réformer un peu le système, mais j'ai jamais dit, parce que le choix qui a été donné, c'est pour justement développer les entreprises. Et si on parle du pouvoir d'achat, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de On pouvoir revient d'achat. toujours à la même problématique. Ouais. Moi, je vais faire plaisir à Makalio parce que dans les axes de la réforme de TDL qu'on a commencé à engager cette année, moi, j'ai envie qu'on rajoute cet objectif d'élargir l'offre pour le consommateur. C'est-à-dire que moi, j'ai un autre exemple où on n'est même plus dans le cadre de la TDL, mais l'interdiction à l'importation, c'est le savon vaisselle. Oui. Une interdiction d'importation du savon vaisselle en Polynésie. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 7 fabricants locaux, mais pourquoi on restreindrait la possibilité pour le consommateur de choisir des D'autres vaisselles produits. importées? Ouais. Vous voyez, donc moi, je pense que dans la correction de la TDL, il faut aussi tenir compte du fait que les consommateurs ont le droit de pouvoir avoir accès à des produits importés concurrents. Ouais. Je voudrais quand même juste rappeler la genèse de cette loi à l'époque, en 97. Le thème, c'était l'impôt substitution. Donc, passé en TDL. L'idée, effectivement, c'est de soutenir la production locale en aidant les industriels qui s'installaient, mais sur une période de 5 ans, voire plus, de telle sorte de leur permettre d'amortir l'appareil de production et donc d'être compétitif vis-à-vis des produits importés, et qu'on permettra de maintenir un choix pour le consommateur. Donc, oui, je on peux me va terminer permettre, avec parce Steve. que je connais le sujet de la bière. Si vous faites sauter la TDL sur la bière, la brasserie Tahiti va certainement décider, parce qu'elle avait déjà réfléchi à la question à une certaine époque, d'aller faire fabriquer sa bière à Fidji. Ah oui, donc on perdrait la production locale. Et donc, ce seront 400 emplois en Polynésie. Alors, la direction commerciale resterait, ce serait 150 emplois qui seraient supprimés en Polynésie. Donc, quel modèle économique nous voulons? Est-ce que nous voulons effectivement apporter, embaucher et assurer à nos enfants des emplois où ils vont gagner en qualité, ils vont gagner en formation, on va embaucher des ingénieurs, ou nous devenons un comptoir d'importation comme Hawaï, où là, la population locale se retrouve bagagiste ou simplement à l'entrée des hôtels à faire les enregistrements. Vous voyez, Warren, donc, tu vas pas te faire ça beaucoup dépend. d'amis Non, dans les mois à mais venir, ça a dépend, hein. priori. Moi, Tu peux pas te plaire à j'ai tout le monde en jamais même temps. parlé de supprimer totalement la TDL. Oui. Là, encore une fois, moi, je suis dans une stratégie de gagner la confiance des entreprises. C'est des choses qui vont se faire en concertation. Et pour prendre l'exemple de la bière, si on doit la toucher, c'est certainement pour la supprimer one shot. C'est pour l'abaisser et puis observer ensuite comment se comporte le marché. Alors messieurs, je suis désolée, on pourrait en parler encore très longtemps, mais on arrive à la fin de cette émission. On aura compris qu'il faut conserver la compétitivité des entreprises pour pouvoir créer de l'emploi, créer plus de richesses et donc plus de revenus, j'imagine, pour la population. Un gros travail t'attend dans les mois à venir. Comme je le disais, tu vas pas te faire que des amis, mais en même temps, tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, j'imagine. En tout cas, merci, messieurs, d'avoir... Oui, dernier mot. Et créer du logement. Et créer du Il logement. manque 500 logements par an. Il faut créer Effectivement, du et logement. permettre à tous de Sinon, pouvoir les se loyers vont loger. continuer à C'est pour ça exploser. que j'ajoute un système de commutation efficace, de telle sorte qu'on ne soit pas en retard, qu'on n'investit pas De à l'achat. l'investissement et de la Non, mais je dis, compétitivité. voilà, vous achetez Pas une seulement voiture créer pour des logements, pas vous seulement endetter. il faut les accompagner aussi par une réglementation. Parce que sinon, c'est la foi Tout aux est lié, affaires. on comprend bien que tout est lié. En tout cas, merci encore une fois d'avoir porté des éclaircissements sur ce sujet complexe. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur TNTV. Je vous dis à la semaine prochaine, 19h30. Nana.